Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au bonapartisme, cette petite série que je vous propose sur la chaîne. Dans cet épisode, on va pouvoir appuyer ce qui a été dit précédemment et montrer que finalement on est bien dans le cadre qui a été défini. Donc pour faire un petit retour rapide, le bonapartisme, on a bien vu que c'était une famille de pensée politique française qui s'inspire de la politique et de l'action de Napoléon Ier et de Napoléon III. Leur action qui vise globalement à établir un État national à exécutif fort et centralisé, assis sur la consultation régulière du peuple, on l'a vu avec le plébiscite, qui n'implique donc pas forcément, on l'a vu à travers les définitions, l'adhésion à un système héréditaire de succession, et qui peut s'accommoder d'une forme républicaine de gouvernement, avec toujours la fusion des élites et l'adhésion populaire. Donc voyons quelle est la genèse du bonapartisme. On va revenir, comme vous le doutez, au temps de la Révolution française, en 1790, avec un penseur comme Sieyès par exemple. Ils sont plusieurs à vouloir terminer la Révolution. Pour cela, en fait, ils cherchent un général charismatique et autoritaire qui va remettre de l'ordre tout en conservant les acquis révolutionnaires. Ils vont d'abord penser au général Hoche, mais qui va mourir en 1797 de la tuberculose. Il y a également Joubert qui lui est mort à la bataille de Novi. Ensuite, on a Moreau ou Bernadotte, également qui étaient pressentis. Mais comme vous le savez, c'est Napoléon Bonaparte qui a été choisi. Donc ce dernier prendra le pouvoir lors du coup d'état du 18 Brumaire en 1799. Donc une fois Napoléon Bonaparte au pouvoir, on a eu un bonapartisme de gestion entre 1799 donc et 1815. Donc pendant cette période du consulat et du Premier Empire, Napoléon va créer un bon nombre d'institutions qui régissent encore la France aujourd'hui, ou qui sont encore appliquées en France aujourd'hui, les fameuses masses de granit, donc on a les lycées, le code civil français, les écoles militaires, etc., etc. Après la chute du bonapartisme, après la chute du Premier Empire, le bonapartisme va subsister chez une poignée donc de pamphlétaires et de fidèles. Pour eux, il peut s'accommoder d'une dictature jusqu'à la paix. Dictature au sens romain du terme, comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur Bonaparte contre les bobos, ou Bonaparte contre Bobo, je sais plus. Bref, je pense que vous voyez, je vous la mettrai en haut, je vous mettrai le lien en haut. Donc sous les 100 jours, c'est un bonapartisme jacobin qui voit le jour avec un peu l'image d'Épinal du petit caporal et les souvenirs de la Révolution. On relève quelques thèmes caractéristiques de ce bonapartisme, avec la défense de la liberté, avec notamment la liberté de la presse qui a été totalement respectée pendant les 100 jours, et le thème de la patrie en danger, avec de violentes invectives contre l'Europe des rois, ce qui était assez classique pour les jacobins. Le bonapartisme jacobin s'organise en fédération, il va canaliser l'esprit révolutionnaire, capter l'opinion bonapartiste, et toujours dans un même souci de l'honneur national bafoué en 1814. Donc pour les fédérés des différentes provinces, Napoléon Ier, lui, il symbolise donc la patrie et la Révolution française qu'il réhabilite. Alors à savoir que Napoléon va pas favoriser ces fédérations, parce qu'en vrai, en fait, il voyait sans sympathie ce nouveau jacobinisme. Comme il le disait, il ne voulait pas être le roi d'une jacquerie. Voilà. Donc il se laisse, il se persuade en fait que seule une constitution et un régime libéral peuvent sauver la situation. En 1815, donc le bonapartisme de 1815, celui appelé du vol de l'aigle, c'est un courant patriotique donc avec l'alliance objective entre les libéraux et les bonapartistes. Ensuite, avec les maladresses de la seconde restauration, ça va favoriser la subsistance donc d'un courant bonapartiste qui se manifeste avec des complots comme la conspiration de Randon et les troubles de Lyon en 1817. Où on va distribuer des cocardes tricolores et acclamer Napoléon II. Donc ces complots, entre autres, prouvaient qu'il existait encore des bonapartistes, que ce soit des paysans, des ouvriers, des demi-soldes ou des anciens soldats démobilisés, qui croyaient toujours au retour possible de l'Empire, en acceptant finalement de risquer leur tête à cette fin. Donc on avait des gens déterminés. Pour Jean Tullard, le mémorial de Sainte-Hélène, lui, ça devint un peu le bréviaire du bonapartisme, et donc sa publication en 1823, ça va empêcher la dilution du mouvement bonapartiste,
au sein de toute cette nébuleuse libérale qui se crée. Donc cette contribution à l'élaboration du bonapartisme, elle a été rendue possible par le fait que Napoléon présente donc dans ce texte son œuvre historique à la lumière d'une réflexion politique. Finalement, on peut dire que Napoléon il reprend un petit peu post-mortem le contrôle du bonapartisme qui lui avait échappé en 1815. Sous la Restauration, la sociologie du courant bonapartiste est essentiellement paysan et militaire, alors pas tant les officiers, mais plutôt le corps des sous-officiers et des hommes de troupes, environ au nombre d'1,5 million, qui, rentrés finalement sur leurs terres, vont influencer l'opinion paysanne et rurale. Donc sous la Restauration toujours, le bonapartisme acquiert ses caractéristiques, comme on le disait précédemment, fondamentales, à savoir donc une formule de pouvoir alliant la démocratie à l'autorité, formule située entre droite contre-révolutionnaire et gauche jacobine, s'appuyant sur un gouvernement autoritaire et une administration centralisatrice. Donc là, rien de nouveau finalement. On va avancer de quelques années, et après une phase d'accalmie bonapartiste, le neveu de l'empereur, donc Louis-Napoléon Bonaparte, organisa donc 2 coups d'État en 1836 à Strasbourg et en 1840 à Boulogne, qui lui valurent d'être enfermé à la forteresse de Ham, pour ceux qui connaissent, qui lui, il va appeler ça son université de Ham, puisqu'il va beaucoup lire et beaucoup écrire lors de cet emprisonnement, notamment ses essais sur les ouvriers, sur la condition ouvrière. Lors de ces coups d'État, il n'a qu'une poignée de partisans avec lui, mais avec la chute de la monarchie de Juillet, il réussit à reconstituer ce mouvement bonapartiste. Pour les élections constituantes, les fidèles du prince Louis-Napoléon Bonaparte créent un comité napoléonien en secret, présidé par le général Piat. Peu de bonapartistes sont élus. C'est aux élections complémentaires de juin que la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte réalise une percée qui va stupéfier en fait la classe politique de l'époque, étant donné les faibles moyens dont elle disposait. Jusqu'au rétablissement de l'Empire, le comité napoléonien, ça va servir de modèle à de nombreux comités de province, qui vont soutenir la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte. Dans ces comités, les purs bonapartistes ne vont pas être forcément majoritaires, du fait d'un manque de cadre tout simplement, mais ils donnent beaucoup d'impulsion et ont une certaine maîtrise des initiatives. Une fois élu président de la République, premier président de la République d'ailleurs, Louis-Napoléon Bonaparte, il va s'appuyer du coup sur ce dévouement et sur l'efficacité aussi des préfets pour compenser un petit peu les faiblesses de son parti. On a un triple électorat bonapartiste qui va apparaître lors de cette élection. D'abord, on a un vote conservateur de notables royalistes qui voit en ce prince un rempart contre les républicains et le socialisme. On a un vote populaire paysan en règle générale, ainsi qu'ouvriers qui vont être attirés donc par les propositions sociales du prince. On a aussi un vote purement bonapartiste, qui se caractérise par des cris significatifs de Vive l'empereur, souvent entendus en province où il y avait encore de nombreux nostalgiques de l'Empire. Donc au niveau de la sociologie de son électorat, on voit qu'il y a un fait nouveau avec leur alignement de notables, et on a toujours la masse paysanne qui domine le vote bonapartiste de façon écrasante. On reste sur une constante. Avec un jeu assez habile de Louis-Napoléon Bonaparte de bascule entre droite et gauche, ça lui permet donc d'accéder à la présidence de la République française, et suite au coup d'État du 2 décembre 1851, dont j'avais parlé dans le premier épisode, avec ce qu'en avait fait Marx, il est légitimé par le vote populaire dès 21 et 22 décembre 1851, et il devient empereur des Français. Donc s'il reprend, entre 1848 et 1870, on a les bonapartistes qui réaccèdent au pouvoir. Dans le cadre du Second Empire, donc avec le neveu de Napoléon Ier, qui va poursuivre l'œuvre de son oncle, avec une politique sociale poussée dès 1852. On a également l'industrie, l'agriculture et le commerce qui vont connaître un grand essor sous son règne. Le plébiscite de mai 1870, il va le remporter, juste avant la guerre de Prusse, il va le remporter avec 7,3 millions de voix favorables. Donc ça garantissait finalement le prolongement du Second Empire, au-delà de la mort de Napoléon III. Mais bon, vous le connaissez, on est à la veille de la guerre de 1870, et en septembre 1870, avec la défaite de Sedan, on va voir une révolution parisienne, orchestrée par les députés républicains,
qui vont renverser ce Second Empire, qui était d'ailleurs devenu pleinement parlementaire et démocratique à la fin du règne de Louis-Napoléon, donc à la fin avant la défaite en tout cas, depuis les réformes qu'il avait lancées en 1869. Donc le bonapartisme ne va pas mourir dans cette révolution parisienne, et il va se constituer en tant que force politique importante dans le jeu politique français. En 1871, on a pourtant un décret qui interdit les candidatures aux élections pour les anciens préfets du Second Empire, et tout le personnel bonapartiste de manière générale, donc tous les cadres, les députés, les sénateurs, etc., etc. Malgré tout, on a une vingtaine de députés bonapartistes qui arrivent tout de même à l'Assemblée nationale, malgré la censure. En 1872, on a des élections législatives partielles, et on observe une nouvelle fois une remontée du mouvement bonapartiste, qui était dirigé par Eugène Rouet. Il était surnommé, pour ceux qui le connaissent, le vice-empereur. Donc le parti bonapartiste de l'appel au peuple, retenez bien ce nom, on en parlera dans le 3e épisode. Donc il va avoir un groupe parlementaire assez redouté. Donc ensuite on a l'échec de la Commune, et quelques dignitaires de l'Empire qui peuvent enfin rentrer en France afin de reformer une force politique nationale. Donc peu à peu va se reconstituer un réseau bonapartiste soutenu par une presse assez active et offensive, acquise à la cause des bonapartistes. On a même de la part de Napoléon III et en tout cas de ses partisans la volonté d'un retour en force en France, un petit peu à l'image de Napoléon Ier depuis l'île d'Elbe, mais qui va être rendu finalement impossible tout simplement avec la mort de l'empereur. Donc entre 1876 et 1879, on a l'implication du prince impérial qui est faite, qui est le chef naturel du parti bonapartiste, effectivement, depuis la mort de Napoléon III. Ce prince impérial va même rédiger un projet de constitution et donner des directives pour les élections et les fait parvenir à Eugène Rouet, qui est le nouveau leader du parti bonapartiste. À cette époque, donc ce parti de l'appel au peuple, il connaît un regain de faveur, et à partir de 1876, on a un nouveau retour en force des bonapartistes. Vous voyez, ça fait une sorte de yo-yo un petit peu, avec une centaine de députés élus environ, et environ également 1 million de voix. Ce qui est vraiment conséquent. Malheureusement, la victoire aurait pu être encore plus marquée, mais faute de candidats suffisants, ça ne l'a pas été. Beaucoup ont eu peur ou n'ont pas osé se représenter tout simplement. Alors on a eu c'était à peu près 60% des élus bonapartistes à l'époque qui ont été élus. C'est énorme, plus d'1 sur 2. En 1877, on a 107 députés bonapartistes qui siègent à la Chambre des députés. Pour revenir au prince impérial, alors il va chercher à unifier les différentes tendances du parti. Ces différentes tendances, on va les voir tout de suite, avec d'un côté les conservateurs cléricaux, qui sont menés par les Cassianiaques de père en fils, qui prônent l'alliance, eux, avec les légitimistes. On a les populistes menés par Jules Amigues, en rapport avec d'anciens communards. Les libéraux, menés par l'ancien garde des Sceaux Émile Ollivier, qui vont être assez proches, eux, des orléanistes. Donc vous voyez, on a vraiment des courants différents. On a les fidèles d'Eugène Rouet, donc partisans de l'empire autoritaire, et les bonapartistes proches de la gauche républicaine, anticléricaux et sympathisants du prince Jérôme Napoléon. Donc là, on a l'impression un petit peu que ça part dans tous les sens effectivement, mais le prince, lui, va essayer de canaliser tout ça. Malheureusement, en 1879, le prince impérial meurt au combat au Zululand, en Afrique, et dans son testament en tout cas, il favorise l'apparition de 2 courants au sein du parti bonapartiste. On a d'un côté donc les partisans du prince Victor, et pour continuer l'œuvre des 2 empereurs qui étaient dans cette lignée, et de l'autre côté, la volonté de mettre de côté le père du prince Napoléon. Donc on a certains bonapartistes qui vont suivre les dispositions du prince impérial, et d'autres qui vont préférer se rallier au prince Napoléon. Là on est dans des histoires de famille et de succession, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Mais dès juillet 1879, on a des campagnes de presse qui sont organisées en faveur donc du prince Victor, qui était encensé donc par le prince impérial qui est mort au Zululand,
avec notamment Paul de Cassagnac et Jules Amigues, dont on a parlé plus tôt, les directeurs de 2 journaux bonapartistes les plus importants, qui étaient Le Pays et Le Petit Caporal. Donc, pour revenir dessus pour que ce soit clair, on a 2 groupes principaux qui se forment dans le bonapartisme. Donc, ce qu'on appelle le bonapartisme rouge, avec donc des jéromistes, donc le prince Jérôme, ou plébiscitaires à vocation populaire et démocratique, plus proche de la gauche républicaine et antilibérale. Anticléricale, pardon, c'est un lapsus. Et après le bonapartisme blanc, lui, donc des victoriens, donc du prince Victor, ou les impérialistes, soutenus par les notables et les députés du parti, beaucoup plus proches de, on va dire, de la droite réaliste, et eux qui vont être cléricales. On a peu d'hommes qui vont suivre donc le prince Napoléon, Jérôme Napoléon. Cette absence de soutien va se manifester y compris parmi les bonapartistes les plus à gauche, comme Jules Amigues qu'on a vu précédemment, et qui souhaitait donc une politique plus sociale que celle du prince Napoléon, encore plus sociale, qui était certes républicain et anticlérical, pas irreligieux quand je dis anticlérical, mais il n'était pas plus socialiste que ce qu'était par exemple Léon Gambetta. En 1880, on a le prince Napoléon donc qui va renoncer à toute prétention dynastique face au peu de soutien qu'il reçoit. Durant la fin du 19e siècle, on a un affaiblissement du mouvement qui va s'accentuer progressivement. On a quelques regains d'enthousiasme habituels, comme on l'a vu, avec par exemple l'épisode boulangiste, qui mérite d'ailleurs et qui m'a été demandé pour un épisode ou une série d'épisodes, donc dans les années 1880, qui avait rallié plusieurs bonapartistes en son sein. On a également de nombreux bonapartistes qui vont garder leurs convictions, mais qui vont tout de même se rallier à la Troisième République. Aux alentours de 1900, le bonapartisme au sens strict qui vise à rendre le trône au Bonaparte, il est presque mort. En 1902, on n'a que 5 bonapartistes à être élus députés. Le prince Victor, après avoir défendu l'idée donc d'un troisième empire, il va se rallier progressivement à l'idée d'une république présidentielle dont le chef d'État serait élu au suffrage universel, ça nous rappelle quelque chose. Idée qu'avait défendu donc son père, qui était Lucien Bonaparte, et les bonapartistes républicains qui avaient également défendu et qui défendent cette idée. Donc comme vous l'avez compris, au début du XXe siècle, c'est un petit peu le calme plat. Lors de la Première Guerre mondiale, donc ils vont se rallier à l'Union sacrée de Clémenceau, avec des comités plébiscitaires qui vont remporter certains succès dans la suite immédiate de la Première Guerre. Par exemple, dès l'année 1919, on a une année qui va être assez faste pour les bonapartistes, avec une vingtaine de députés qui vont être élus. On a parmi lesquels, par exemple, Paul de Cassagnac et le prince Murat, que vous connaissez. Durant les années 1930, le mouvement reste très actif, notamment dans les milieux parisiens, avec beaucoup de jeunes. Malheureusement, malgré la défaite donc de la Seconde Guerre mondiale, le leader bonapartiste, le prince Louis, va dissoudre le mouvement. D'ailleurs, ce dernier va s'illustrer dans la résistance, tout comme son cousin, le prince Murat. Ils vont être tous les deux d'ailleurs tués au combat. Alors pourquoi dissoudre les mouvements bonapartistes dont il est légitime ? Eh bien tout simplement pour que ce ne soit pas récupéré par l'occupant. Donc là, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. On a brossé on va dire un siècle et demi relativement rapidement, quoique là je vois qu'on est à une bonne vingtaine de minutes de vidéo, donc c'est déjà pas mal. Ça vous donne un aperçu historique de l'évolution du bonapartisme. Dans le premier épisode, donc, on a réussi à définir et à poser un cadre. On l'a rappelé dans ce second épisode, et on a pu voir les différentes tendances qu'a connues le bonapartisme à travers ces derniers siècles. Là, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. On va s'arrêter là pour cet épisode, puisque dans le troisième épisode, on va voir, donc depuis la Seconde Guerre mondiale à maintenant, qu'est-ce que représente tout simplement le mouvement bonapartiste. On va peut-être même faire un petit épisode qui serait un 4e épisode du coup sur De Gaulle, c'est pas encore sûr, mais pourquoi pas, sur De Gaulle et le bonapartisme. Ça peut être intéressant. Ce sera peut-être d'ailleurs plutôt un 5e épisode, parce que le 4e épisode, on va pouvoir parler de tous les acquis et tous les apports du bonapartisme. Donc vous voyez, chaque épisode se suit et se complète finalement, parce qu'une fois qu'on mettra tous ces épisodes à suivre, eh bien vous aurez de quoi faire un bel exposé du bonapartisme à votre famille ou à vos amis. En tout cas, je l'espère, en ayant été le plus clair possible. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, tout dépend quand vous me regardez.
Je suis ravi de vous faire cette série, donc j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à m'écouter et à travailler dessus un petit peu finalement en m'écoutant. Je vous dis à bientôt sur Résistance Historique pour un prochain épisode. Celui de la semaine prochaine sera un épisode vraisemblablement de France Glorieuse sur un conflit que je n'ai jamais encore abordé sur la chaîne, donc je suis content de le faire. Voilà, vous verrez, c'est tout récent. À bientôt sur Résistance Historique. Le hussard au quartier, le hussard au quartier, n'a pas besoin de marchepied pour engueuler son brigadier. À la belle vie que l'on mène dans les hussards, dans les hussards, à la belle vie que l'on mène dans les hussards, dans les hussards, le hussard au manège.